L'histoire que je vais vous raconter se passe dans un pays lointain, de l'autre côté de la planète, il y a longtemps, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans. J'étais un jeune homme timide, introverti, beaucoup plus à l'aise avec mes livres qu'avec les gens, très peu d'amis, encore moins de copines. J'avais commencé des études d'ethnologue, mais je les ai vite abandonnées, sans doute poussé par le sang de mes ancêtres, des pauvres gens de Norvège ou de l'Ukraine, qui étaient venus dans l'ouest des États-Unis dans le 19e siècle. J'ai travaillé pour partir en Australie, acheter une ferme dans le nord, où la terre était très peu chère à l'époque. Mais ce projet dépendait d'un homme beaucoup plus âgé de moi, avec qui j'avais une relation un peu trouble, un peu beaucoup. Et quand cette relation a explosé, je me suis laissé aller à la dérive, au gré des vents. Et à l'époque, les vents étaient très forts aux États-Unis. Un an après, je me suis trouvé derrière une mitrailleuse sur un hélicoptère au Vietnam. À ma grande surprise, car rien ne m'avait préparé pour ça, j'ai aimé cette guerre. J'ai aimé le combat, j'ai aimé le danger, j'ai aimé la camaraderie. Saigon, les bouges, les filles, la drogue, l'alcool, le poker, les parties interminables qui duraient toute la nuit. Tout cela me grisait. J'avais rien connu de ça dans ma vie fade aux États-Unis. Mais la guerre a duré et petit à petit, ça commençait à me user, à me fatiguer. C'était une guerre sans fin et sans sens. Et vers la fin, je me suis trouvé sur la frontière cambodgienne, usé, fatigué, dégoûté de cette guerre. C'est pour vous faire comprendre le tas d'esprit où j'étais ces jours-là que je veux vous raconter. On avait comme mission d'évacuer un village au nord de notre camp, où on devait faire disparaître tous les gens d'une zone assez grande pour établir une espèce de no man's land. Donc nous atterrissons dans la poussière habituelle, on descend la rampe hydraulique et une trentaine ou une quarantaine de Vietnamiens, des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, grimpent à bord de l'hélicoptère. Ils se blottissent au fond de l'hélicoptère, apeurés, angoissés, le jeu noir d'appréhension. On fait monter la rampe. L'hélicoptère se déplace un petit peu pour attacher des filets au crochet. Et on décolle pour les amener à une destination dans le sud, dans le Mekong. Et ce qu'il y avait de particulier pour moi dans cette mission, c'est que plutôt que de m'occuper de ma mitrailleuse, je devais garder une fusil mitrailleur braqué sur ce gens au cas où il tenterait une action contre l'hélicoptère. Dans ce cas-là, j'étais censé l'abattre. Il y avait une tension extraordinaire. Tous ces gens me regardaient avec fixité, moi je les regardais avec appréhension. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai pu supporter. Et je leur ai tourné le dos, je me suis penché sur ma mitrailleuse et bercé par les pales de l'hélicoptère, le gémissement des turbines, je laissais passer le paysage de Vietnam et je vidais mon esprit de toute pensée. Soudainement, je sens quelqu'un qui tire sur mon pantalon et je me retourne brusquement, apeuré, alarmé. Et je vois en même temps tous les gens qui me regardent avec une tension absolument incroyable.
et un petit garçon qui se tient à mes pieds, qui me regarde avec un beau sourire, des beaux yeux noirs magnifiques, car c'est un peuple, très beau peuple, le peuple vietnamien. Et dans sa main, il me tend un petit buffle. Petit buffle en argile fraîche, qui venait de sculpter. Je regarde les gens, je regarde le garçon, je suis interloqué. Je lui donne une caresse maladroite sur les cheveux. Je prends son petit buffle et il retourne en courant chez ses parents ou ses grands-parents, je ne sais pas. Et moi, j'ai posé le buffle sur une plaque à côté de moi et on a continué la mission. Une vingtaine de minutes après, on atterrit. On laisse les gens sortir pour aller je ne sais où. Et nous, on continue à ravitailler nos troupes ailleurs. Arrivé à ce point-là, je voudrais pouvoir vous faire voir ce petit buffle. Et je ne peux pas. 3 ou 4 jours après, dans un moment d'agacement, mes yeux tombent sur le buffle, je l'attrape et penchant par ma mitrailleuse, je le laisse descendre. Je le vois qui descend en spirale. Il tourne doucement sur lui-même. Et comme on était en altitude, je le regarde longtemps, jusqu'à ce qu'il disparaît de ma vue. Et c'est ce geste-là qui m'est resté gravé en mémoire. Et avec 2 questions. Qu'est-ce qu'il voulait me dire, me donnant ce petit buffle, ce garçon? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et pourquoi est-ce que je l'ai jeté? Les années passent et j'ai pas de réponse à ces questions. Jusqu'à un jour, il n'y a pas très longtemps, on était avec ma femme en train de se promener là-haut, une promenade qu'on fait souvent autour de la table d'orientation de notes. Il y a une boucle qui part de Colbasse et qui retourne à Colbasse. Et à un moment donné, sur le face nord, il y a une clairière. Et de cette clairière, on voit toutes les montagnes du nord qu'on voit là. On voit Argenton au fond, et les fermes à l'extérieur d'Argenton, on devine leur pré. Et c'est là où ma vie dans les Alpes de Provence a commencé il y a 50 ans. D'Argenton, on descend sous le Chastel, on monte au col de Peloussi. Et de Peloussi, on prend un petit chemin qui longe les crêtes et qui amène à Beaumelange. C'est une toute petite ferme au-dessus de nôtre où j'ai vécu 4 ans avec ma femme. Ma fille est née là-haut et un troupeau de chèvres. Et de Beaumelange, en descendant les crêtes vers la chambre du roi, on tombe à Pierrelong sur un passage qui peut vous amener, bien que ce soit extrêmement difficile et écharpé, en bas jusqu'au Coulon, la rivière qui coule au fond de la vallée, qu'on traversait sur un petit pont en bois pour aller par champs longs vers les campagnes de Saint-Benoît. Et c'est par là où je suis passé avec mon troupeau un jour de printemps pour les amener au plan de Saint-Benoît, qui est une très belle ferme de l'autre côté de la commune. Et des plans que j'ai quittés, on remonte Coulon, le Vailleur, pour arriver à Notes, où maintenant je vis depuis 20 ans. Ce que je voulais vous faire comprendre par là, c'est que de là-haut, d'un seul coup d'œil, je vois tout mon trajectoire d'ombre dans le pays. Il y a plein d'émotions, de vécu qui me sort où que je regarde. Mais surtout quand je regarde la petite maison de Beaumelange blottie contre un énorme bloc de grès. Et donc je regardais ce jour-là, ce paysage, avec la même émotion.
Et il m'est venu à l'esprit une strophe de Primo Levi. Que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Et cette malédiction, tournée dans mon esprit avec l'émotion du paysage, et je suis resté je ne trouve pas les mots. Je suis resté interpellé par cette malédiction parce que je suis rongé depuis quelques années maintenant par la maladie de Parkinson. Et mes 3 filles, qui étaient ce que j'avais de plus précieux dans la vie, se sont éloignées de moi. Et tout ça a tourné dans ma tête de façon assez chaotique. Et le petit garçon m'est revenu en mémoire. Et je crois avoir compris ce qu'il voulait me dire. En me tendant ce petit buffle, il me dit, « Tu n'as pas ta place ici. Va-t'en d'ici. Tu nous fais mal, tu te fais mal. Laisse-nous en paix. » Et cette incitation à tourner mon dos à la violence, une 3e chance, cette violence que j'ai trouvée au Vietnam et qui a ressurgi depuis dans ma vie parfois pour gâcher mes relations avec les gens qui m'étaient le plus chers. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas pu l'entendre. Et c'est ainsi que j'ai jeté ce petit buffle. Et avec cette réalisation, j'ai vu ces malheurs qui m'accablent, non pas comme une punition, mais comme une forme de justice, de karma, que les actes ont des conséquences et que c'était juste ce qui m'est arrivé. Et de cette notion de justesse, il m'est venu un grand apaisement, un apaisement que je n'espérais plus ressentir. Je pense encore parfois à ce petit garçon, avec tendresse et avec gratitude qu'un jour, nos chemins se sont croisés. Merci. Humaine, humaine, quand c'est inhumain, c'est une chaîne humaine qui me tend la main à la fin.